Chapitre 1. La musique qu'on n'aurait jamais dû jouer. La nuit où le piano joua tout seul fut l'une de ces étranges soirées anglaises qui semblent tout droit sorties d'un rêve, un mélange de brume, de clair de lune et de mystère. Il était presque 10 heures lorsque les invités de Lady Rowena Ashcroft l'entendirent. Les accords doux et délibérés d'un piano qui flottait dans le couloir depuis la salle de musique. Une mélodie à la fois belle et inappropriée, car personne n'était dans la pièce pour la jouer. Les notes arrivaient lentement et envoûtantes, comme jouées par une main réticente, ou par aucune main du tout. Les invités restèrent figés sur place. Toute conversation s'interrompit brusquement. Les coupes de champagne frémirent dans l'air. Un instant, même le feu dans la grande cheminée de marbre sembla s'éteindre, étouffé par ce bruit étrange. Puis vint le cri. C'était tranchant, féminin et indéniablement humain. Cela déchira le silence comme une lame. Des chaises grincèrent. Un valet laissa tomber un plateau de flûtes en cristal qui se brisèrent comme de la glace sur le parquet. Lady Rowena elle-même, une femme de 50 ans, à la silhouette de statue, vêtue d'argent et de perles, devint aussi pâle que ses diamants. « Le piano », murmura-t-elle. « Il est dans l'aile est, la porte est fermée à clé. » Les hommes se précipitèrent en avant. Le colonel Haversham, le visage rougeaud et l'air aussi solide qu'un bulldog. Le jeune Anthony Vail, beau et téméraire. Et le docteur Willoughby, le médecin discret, au regard perçant. Ils atteignirent la porte du salon de musique en quelques secondes pour la trouver verrouillée de l'intérieur. « Reculez !» cria le colonel en enfonçant la porte de l'épaule. Le vieux chêne céda dans un craquement sec. Le spectacle qui s'offrit à eux de l'autre côté leur coupa le souffle. Au milieu de la pièce, éclairé par la lune, se dressait le majestueux Steinway, son couvercle ouvert, ses touches luisant comme des dents sous la lumière argentée. Le faible écho de la dernière note persistait encore dans l'air. Et là, affalé sur le banc du piano, se trouvait un homme, sans vie, la tête penchée sur le clavier, une main posée sur une simple touche d'ivoire. La note qu'il avait pressée continuait à bourdonner faiblement, une seule tonalité mélancolique. Le docteur Willoughby s'avança et examina le corps avec un détachement professionnel. « Mort », murmura-t-il, « et très récemment. Il y a une ecchymose ici, à la tempe. Coup reçu, peut-être par derrière. » Lady Rowena, qui avait suivi, hébétée, laissa échapper un léger gémissement. « Oh mon Dieu, c'est Charles. »« Charles ?» répéta Anthony Vail. « Le secrétaire de mon défunt mari ?» dit-elle d'une voix faible. « Monsieur Charles Linton. Mais que faisait-il ici, à cette heure-ci ?» Personne n'avait de réponse. Le majordome, Grimshaw, s'approcha timidement depuis l'embrasure de la porte. « Je vous prie de m'excuser, madame, mais le piano, je l'ai entendu aussi. Il s'est mis à jouer dès que l'horloge a sonné 10 heures. Et il n'y avait personne à l'intérieur. »« Aucun, monsieur, » dit-il en s'inclinant devant le colonel. « La pièce est fermée à clé depuis hier matin, après l'accordage. » Le colonel Haversham laissa échapper un grognement. « C'était fermé à clé? Alors comment notre pauvre ami a-t-il pu entrer? » C'est le docteur Willoughby qui l'a remarqué en premier. Il a pointé du doigt le mur du fond. Il n'y a pas de clé dans la serrure intérieure. Effectivement, la serrure était vide. La porte avait été verrouillée de l'extérieur. Un frisson parcourut l'assemblée des invités. Lady Rowena s'agrippa au dossier d'une chaise. Fermé à clé. Et pourtant le piano jouait. Le murmure se répandit parmi eux comme une contagion. Le piano jouait tout seul. Près d'1 heure plus tard, les policiers locaux
arrivèrent. Ils étaient compétents, mais jeunes et pas très futés. Ils prirent des photos, griffonnèrent des notes et murmurèrent entre eux à propos de cambrioleurs et d'intrus. Lady Rowena se retira dans sa chambre en larmes. Les autres invités, agités et inquiets, se rassemblèrent dans le salon. La lueur vacillante du feu se reflétait sur des visages pâles et tendus. Anthony Vail se versa un verre et contempla le liquide ambré. « Étrange tout ça, dit-il. Un mort dans une pièce fermée à clé et un piano qui joue des airs fantomatiques. » « Étrange, en effet, » murmura le docteur Willoughby. Le colonel Haversham serra les dents. Des superstitions absurdes. Il y aura une explication simple, vous verrez. Il y en a toujours une. À ce moment précis, Grimshaw entra de nouveau dans la pièce, s'éclaircissant discrètement la gorge. « Excusez-moi, colonel, mais l'inspecteur est arrivé, et il est accompagné. »« Quelqu'un ?»« Oui, monsieur, un monsieur étranger, un détective, je crois. » Anthony haussa un sourcil. « Un détective? De qui ?» Grimshaw ajusta nerveusement sa manchette. « Belgique, monsieur. » Le colonel Haversham fronça les sourcils. « La Belgique? Hein? Qu'est-ce qu'on fait à importer des détectives maintenant ?» Et comme en réponse, la porte s'ouvrit de nouveau, et un petit homme impeccable, avec une moustache cirée, une canne étincelante et un chapeau melon porté à l'angle le plus précis qui soit, entra. Il scruta la pièce avec des yeux aussi brillants et perçants que du cristal taillé. « Mesdames et messieurs, » dit-il en s'inclinant avec une grâce courtoise, « permettez-moi de me présenter. Je suis Hercule Poirot. » Chapitre 2. La réunion au manoir d'Ashcroft. Le lendemain matin, le ciel d'Ashcroft Manor se leva froid et gris. Une fine brume enveloppait les pelouses, estompant les contours de la demeure et transformant les statues de marbre du jardin en sentinelles fantomatiques. À l'intérieur, une atmosphère pesante régnait. Les domestiques se déplaçaient silencieusement dans les couloirs, la voix étouffée, les pas feutrés. On aurait dit que la maison elle-même retenait son souffle. Dans la salle du petit déjeuner, Lady Rowena Ashcroft était assise, raide, en bout de la longue table en acajou. Son autorité habituelle s'était estompée. Elle paraissait plus âgée, les traits fiers de son visage, adoucis par l'inquiétude. Elle remuait son thé machinalement, sans y goûter. En face d'elle, le colonel Haversham lisait le journal du matin, bien qu'il fût évident que son regard n'était pas vraiment fixé sur les caractères. Le docteur Willoughby se tenait près de la fenêtre, observant la brume s'enrouler derrière la vitre, tandis qu'Anthony Vail était affalé dans un fauteuil avec une nonchalance forcée. C'est dans cette atmosphère tendue qu'Hercule Poirot fit son entrée. Toujours impeccablement vêtu, il semblait totalement indifférent aux événements de la veille. Son costume gris était parfaitement repassé, ses chaussures vernies brillaient, et sa moustache, oh, cette magnifique moustache, luisait comme si chaque poil avait été dressé individuellement. « Bonjour, mes amis », dit-il d'un ton aimable, comme s'il venait prendre le thé plutôt que d'enquêter sur un meurtre. « J'espère que vous avez tous bien dormi. » Anthony laissa échapper un rire sec. « Reposeur? Pas vraiment. J'avais déjà entendu parler de maisons hantées, mais je ne m'attendais pas à y dormir. » Lady Rowena frissonna. « Je vous en prie, monsieur Vail, pas ce mot. » Poirot inclina gravement la tête. « Non, pas hanté, je crois, mais troublé, oui, par quelque chose qui cherche à être compris. » Il prit place près du feu, posant sa canne soigneusement contre son fauteuil. « Maintenant, avant de commencer, j'aimerais savoir,
Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà vu un piano jouer sans qu'on ait besoin de le toucher ?» Le colonel Haversham laissa échapper un grognement. « Certainement pas. C'est absurde. Un tour du vent, peut-être, ou un mécanisme d'horlogerie. Ces engins modernes. Non, non, mon colonel, dit Poirot en levant un doigt. Ni le vent, ni une machine, car le vent ne joue pas d'accord en ré mineur, et aucune machine n'aurait choisi une mélodie aussi mélancolique. Il marqua une pause, les yeux brillants. « Dites-moi, Lady Rowena, cette mélodie vous était-elle familière ?» Lady Rowena fronça légèrement les sourcils, ses doigts tremblants autour de sa tasse de thé. « Maintenant que vous le dites, oui. Mon mari la jouait, il y a des années, une pièce de Chopin, je crois. Votre défunt mari, Lord Ashcroft? Oui, il aimait beaucoup le piano, mais depuis sa mort, l'instrument est resté inutilisé. Je l'ai fait accorder uniquement par nostalgie. » Poirot se pencha en arrière, l'air pensif. « Et pourtant, hier soir, il a été rejoué, précisément à 10 heures. » Le silence régnait. Le tic-tac de l'horloge sur la cheminée résonnait étrangement fort. Le docteur Willoughby s'éclaircit la gorge. « Si je peux me permettre, monsieur Poirot. Le piano n'a pas pu jouer tout seul. Il doit y avoir une explication. La serrure, la clé manquante. Quelqu'un devait forcément être dans cette pièce. »« Tout à fait, docteur. Quelqu'un l'était. » Le regard de Poirot passa d'un visage à l'autre, s'attardant brièvement sur chacun. La question, voyez-vous, est comment y entrèrent, et pourquoi ils ont choisi ce moment. Le colonel Haversham plia son papier d'un geste sec. « À mon avis, nous perdons notre temps avec ces énigmes. L'homme a reçu un coup à la tête, probablement par un voleur. Linton a sans doute été surpris en flagrant délit de cambriolage. »« Vraiment ?» dit Poirot d'un ton neutre. « Et qu'est-ce qui a été volé, je vous prie ?» Le colonel hésita. « Eh bien, rien, apparemment. Mais cela paraît logique. » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Ah, la raison. Mais c'est le raisonnement du grand cellule grise, pas l'espotie. Permettez-moi d'être délicat, mon colonel. Mais un cambriolage dans une pièce fermée à clé, ce n'est pas raisonnable, c'est de la fantaisie. » Anthony eut un sourire narquois. « Alors, que suggérez-vous, Poirot? Que le piano se soit offensé et ait assassiné le pauvre Linton parce qu'il jouait faux. » Poirot ignora la remarque avec un calme parfait. « Je suggère simplement que la nature humaine, Monsieur Vail, est plus mystérieuse que n'importe quel fantôme, et que la mort de Monsieur Linton était préméditée, non par accident, ni par passion, mais par calcul. » Un léger son s'échappa de Lady Rowena, une brève inspiration, aussitôt étouffée. Le regard perçant de Poirot le remarqua, mais il ne fit aucun commentaire. « Maintenant, » poursuivit-il doucement, « avant de m'entretenir davantage avec la police, j'aimerais en savoir un peu plus sur cette famille. Mademoiselle Rowena, peut-être pourriez-vous m'aider. Qui était présent hier soir ?»« Bien sûr, » dit-elle doucement. « Nous n'étions que quelques-uns, le colonel Haversham, le docteur Willoughby, Anthony et moi. Ma nièce, mademoiselle Iris Rowena, était attendue, mais elle a téléphoné plus tôt dans la journée pour dire qu'elle avait du retard à Londres. Et les domestiques? La plupart des gens étaient couchés à 9 heures, sauf Grimshaw, mon majordome, et Madame Flint, la gouvernante. Elle est restée dans ses appartements toute la soirée. »« Très bien. » Poirot joignit les doigts en pointe. « Et Monsieur Linton, le secrétaire de votre défunt mari, il n'habite plus ici, je crois ?» Lady Rowena hésita. « Non. Il est parti après la mort de mon mari, il y a près de 2 ans. Il avait un autre emploi. »« Mais vous l'avez invité hier soir ?»« Non. Il est arrivé à l'improviste, peu avant le dîner. »
Il a dit qu'il avait des documents importants qui avaient appartenu à mon mari. Poirot haussa légèrement les sourcils. Comme c'est curieux. A-t-il dit ce que contenaient ces papiers? Non. Il a insisté pour parler en privé, mais j'ai refusé. Il était tard, et il semblait... Elle s'interrompit, baissant les yeux sur ses mains tremblantes. « Agité, agité !» répéta Poirot à voix basse. « Et que s'est-il passé ensuite? Il a dîné avec nous, mais il n'a presque rien mangé. Ensuite, il est allé à la bibliothèque chercher quelque chose dans sa valise. C'est la dernière fois que je l'ai vu vivant. » Le docteur Willoughby a ajouté « Je l'ai croisé dans le couloir vers 9h30. Il semblait préoccupé. Quand je suis allé me coucher, je n'ai rien entendu, jusqu'au piano. » Poirot resta un instant silencieux, tapotant du doigt l'accoudoir de son fauteuil. Alors, l'homme qui n'avait pas mis les pieds dans cette maison depuis 2 ans revient soudainement avec des documents importants, et quelques heures plus tard, on le retrouve mort dans une pièce fermée à clé. Pendant ce temps, le piano de son défunt employeur joue une mélodie du passé. Il leva brusquement les yeux, son regard fixant Lady Rowena avec une douce précision. « Dites-moi, madame, quelle était l'opinion de Lord Ashcroft sur sa secrétaire ?» Elle parut surprise par la question. « Charles, il était dévoué, efficace. Mon mari lui faisait une confiance absolue. » « Ah, la confiance !» Poirot esquissa un sourire. Un mot dangereux, celui-ci. Et lorsqu'on meurt, la confiance est souvent le premier héritage à être trahi. Anthony se pencha en avant, un intérêt fugace perçant son expression nonchalante. « Vous pensez que Linton la faisait chanter, peut-être? Ces papiers dont il a parlé? » « Patience, monsieur, » dit Poirot d'un ton doux. « N'allons pas trop vite en besogne. Je vais d'abord examiner la pièce elle-même, la porte, les fenêtres, le piano. Il y a là, je crois, une structure qui n'est pas encore achevée. » Il se leva en lissant ses revers. « Et ensuite, je parlerai à votre majordome, ce Grimshaw. Un homme qui écoute aux portes, même involontairement, peut parfois entendre ce que les autres ne veulent pas entendre. » Le colonel Aversham grogna. « Vous pensez que les domestiques sont impliqués? »« Je pense, » dit Poirot avec un sourire poli, « que tout le monde est impliqué, jusqu'à ce que je trouve celui qui ne l'est pas. » Il s'inclina devant Lady Rowena. « Si vous le voulez bien, madame, je vais commencer mon inspection immédiatement. » Tandis qu'il quittait la pièce, les autres échangèrent des regards inquiets. Dehors, le brouillard se resserrait contre les fenêtres, brouillant le paysage et le plongeant dans des nuances de gris. Et dans le silence qui suivit le départ de Poirot, un son imperceptible flotta dans le couloir. Une seule note, presque imperceptible, provenant du piano à queue de l'aile est. Cette fois, personne n'osa bouger. Chapitre 3. La chambre close et l'ombre à la fenêtre, le couloir menant à l'aile, était long et sombre, lambrissé de chênes foncés qui semblaient absorber la moindre lueur. Poirot avançait lentement, ses chaussures cirées, ne faisant aucun bruit sur le tapis perçant. Dehors, la brume se pressait contre les hautes fenêtres, les transformant en miroirs argentés, où de faibles reflets le suivaient comme des fantômes. Il s'arrêta un instant, effleurant du bout des doigts le bord sculpté d'un chambranle de porte, comme si le bois lui-même pouvait lui murmurer un indice. Lorsqu'il arriva dans la salle de musique, l'inspecteur Kershaw était déjà à l'intérieur. Grand et sérieux, la trentaine, Kershaw avait l'air de quelqu'un qui s'efforçait de paraître plus sûr de lui qu'il ne l'était. Il leva les yeux à l'entrée de Poirot, un soulagement fugace brillant dans son regard. « Ah, monsieur Poirot, je ne m'attendais pas à ce qu'on vous envoie de Londres si vite. Vous trouverez cette affaire bien étrange. »« Je n'en doute pas, mon ami.
dit Poirot d'une voix douce. « Une chambre fermée à clé, un homme mort et un piano qui joue tout seul. Il y a de quoi rendre n'importe quelle affaire bizarre. » Kershaw désigna le piano, toujours ouvert sous sa housse. Nous l'avons vérifié de fond en comble. Aucun signe de manipulation, aucun fil ni dispositif caché. Il est exactement comme il paraît, tout à fait normal. Poirot s'approcha, les yeux pétillants de curiosité. Il fit glisser un doigt ganté le long du bord brillant des touches. Et pourtant, mon cher inspecteur, rien n'est ordinaire tant que cela n'est pas prouvé. Avez-vous examiné les pédales? Bien sûr. Ah, mais avec la précision d'un musicien ou simplement avec le regard d'un policier. Poirot s'accroupit délicatement, examinant les pédales en laiton. Puis il en pressa une légèrement du pied. Une note grave, fantomatique et douce parcourut l'air. Voilà, vous voyez, l'instrument est toujours vivant. Il n'oublie pas si facilement. Il se redressa et contourna le piano pour se placer derrière lui. Et ici, le tabouret, sa position n'a pas été modifiée. Kershaw consulta ses notes. Exactement comme nous l'avons trouvé, monsieur. Le défunt était assis là, une main sur le clavier. Poirot hocha lentement la tête. Et la porte, elle était verrouillée de l'extérieur, si j'ai bien compris. Exactement. La clé est toujours manquante. Bon, alors, nous devons nous demander comment un homme entre-t-il dans une pièce fermée à clé, sans clé ni témoin? Et comment en sort-il sans en sortir? Poirot se tapota la tempe. Il y a toujours une logique, même dans l'impossible. Il se tourna vers les fenêtres. Il y en avait deux, hautes et drapées de velours épais. Poirot écarta un rideau. Le verre était épais et intact, le verrou bien en place. Il se pencha et scruta le rebord. « Ah !» murmura-t-il. « De la poussière. » Kershaw semblait perplexe. « De la poussière, monsieur ?»« Oui, inspecteur, la poussière. Elle est très obéissante, la poussière. Elle nous dit qui vient et qui part, ou dans ce cas précis, qui... Non, voyez, rien n'a été dérangé. Aucune trace de pas, aucune tache. Notre meurtrier n'est donc pas sorti par la fenêtre. » Poirot repoussa le rideau, son regard désormais attiré par la cheminée. Il s'approcha et examina la grille. Des cendres jonchaient le foyer, encore tièdes au toucher. « Quelqu'un a brûlé quelque chose, ici, » murmura-t-il. « Et récemment. Probablement des papiers, » a déclaré Kershaw. « Nous avons trouvé quelques bouts de papier, rien de lisible. » Poirot se pencha et en pinça un entre ses doigts. Le bord était carbonisé, mais une faible ligne de caractère restait visible. Compte rendu de... Il hocha la tête, pensif. Il semble que M. Linton soit ici pour s'occuper de documents. L'inspecteur soupira. Vous pensez donc qu'il est venu faire chanter Lady Rowena, c'est bien ça? Ça paraît plausible, vu qu'il s'est présenté sans y être invité. Poirot esquissa un sourire. « Ah, vous autres Anglais! Toujours le chantage. Non, mon ami, je ne crois pas que ce soit si simple. Monsieur Linton est venu avec des papiers, certes, mais nous ignorons encore s'ils étaient destinés à menacer ou à protéger. Et quand nous le saurons, peut-être saurons-nous aussi qu'il les craignait suffisamment pour tuer. » Il se leva en s'époussetant délicatement les mains. « Dites-moi, inspecteur, où était le majordome quand tout cela s'est produit? » Grimshaw? Il dit qu'il était dans le réfectoire des domestiques, à une quinzaine de mètres de là. Il a entendu le piano, puis le cri. Et c'est lui qui est allé chercher les invités. Oui, monsieur. Bon, je vais lui parler. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Poirot s'arrêta sur le seuil. Son regard perçant fut attiré par un petit objet métallique qui scintillait sous le bord du tapis. Un fin fil d'argent, d'à peine 5 centimètres de long.
Il le ramassa délicatement. « Qu'est-ce que c'est, je me demande ?» Kershaw se pencha en avant. « Ça pourrait venir d'une corde, ou du piano lui-même ?» « Peut-être. » Poirot glissa délicatement le fil dans sa poche. « Mais je ne le crois pas. Non, ce n'est pas un fil musical, c'est tout autre chose. Nous verrons bien. » Et Easton ils trouvèrent Grimshaw, qui attendait dans le couloir, les mains jointes devant lui, le corps maigre et raide, empreint d'inquiétude. C'était un homme pâle et solennel, aux yeux enfoncés, avec l'air de quelqu'un qui a trop longtemps servi dans le silence. « Ah, monsieur Grimshaw !» dit Poirot chaleureusement. « Vous êtes Montbassam depuis longtemps, au service de Lady Rowena, n'est-ce pas ?»« 23 ans, monsieur. »« Alors vous connaissez bien cette maison. Dites-moi, la nuit du meurtre, avez-vous entendu le piano ?»« Oui, monsieur. Je terminais justement dans la salle des domestiques quand ça a commencé. J'ai pensé que Lady Rowena nous divertissait peut-être, même s'il était tard. Puis il y a eu le cri. Vous avez immédiatement couru vers l'aile est ? Oui, monsieur, mais la porte était verrouillée. Le colonel et monsieur Val l'ont défoncée. » Poirot plissa légèrement les yeux. « Et pendant tout ce temps, vous n'avez vu personne dans le couloir ? » Non, monsieur. L'endroit était vide. Poirot le regarda en silence un instant. « Vous êtes un homme observateur, je crois. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel plus tôt dans la soirée, avant que la musique ne commence ?» Le majordome hésita. « Simplement que M. Linton semblait préoccupé, monsieur. Il a demandé à voir Lady Rowena en privé, mais elle a refusé. Il est ensuite allé dans la bibliothèque faisant les 100 pas. Plus tard, je l'ai vu parler au docteur Willoughby près de l'escalier. » Poirot haussa un sourcil. « Au docteur Willoughby ? Intéressant. »« Oui, monsieur, je n'ai pas entendu ce qu'ils ont dit, mais le médecin semblait mal à l'aise. »« Merci, Grimshaw. Vous m'avez été d'une grande aide. » Poirot le congédia d'un signe de tête. Lorsque le majordome fut parti, Kershaw fronça les sourcils. « Vous pensez que le docteur cache quelque chose ? » ?»« Je pense, » dit Poirot d'une voix douce, « que tout le monde cache quelque chose, inspecteur. Mais dans ce cas précis, peut-être pas ce à quoi on s'attend. » Il se dirigea de nouveau vers la fenêtre et contempla le jardin brumeux. « Vous voyez là-bas, derrière la haie, le petit pavillon de jardin ?» Kershaw acquiesça. « Oui, et alors ?»« Observez le sentier, » dit Poirot. « Il est à peine visible, mais pas oublié. Quelqu'un est passé par là la nuit dernière. 2 séries d'empreintes, l'une légère, l'autre profonde. Et elles s'éloignent de la maison. Elles ne s'en rapprochent pas. » Kershaw jeta un coup d'œil à travers la vitre. « Je vais faire vérifier ça immédiatement par mes hommes. »« Non, non, » répondit Poirot rapidement. « Pas encore. Préservons ce qui est encore frais. Un seul faux pas, et la vérité pourrait disparaître à jamais. » Il se retourna vers la pièce, le visage impassible. « Tu vois, mon ami, il y a déjà trop de choses qui ne vont pas ensemble. Une porte verrouillée sans clé, un piano qui joue une mélodie d'antan, un incendie qui a détruit des papiers et maintenant des empreintes qui s'éloignent au lieu de s'approcher. Tout cela, désordonné. » Kershaw esquissa un sourire. « Vous préférez les choses bien rangées, n'est-ce pas, monsieur ?» Les yeux de Poirot brillèrent. « Toujours, inspecteur. L'ordre et la méthode sont l'âme de la raison. Mais le meurtre, ajouta-t-il doucement, est l'art du désordre. Et c'est quelque part entre les deux que se trouve notre vérité. » Il jeta un dernier coup d'œil vers la fenêtre aux rideaux tirés, où la faible lumière perçait difficilement le brouillard. Un instant, une ombre sembla y vaciller, faible et de forme humaine, juste derrière la vitre. Le regard de Poirot s'aiguisa, mais lorsqu'il s'approcha,
Elle avait disparu. Il resta immobile. « Ah !» murmura-t-il. « Nous ne sommes donc pas seuls à être curieux. » Se retournant vers Kershaw, il dit calmement « Inspecteur, je crois que notre meurtrier n'en a pas encore fini. Surveillez la maison cette nuit, chaque fenêtre, chaque porte. J'ai le pressentiment que nous aurons une autre visite avant l'aube. » Et tandis qu'il quittait la salle de musique, une légère odeur de papier brûlé persistait dans l'air, se mêlant à l'écho d'une unique note de piano. Une note qui semblait encore trembler, longtemps, après que la porte se soit refermée derrière eux. Chapitre 4. Les secrets de la maison d'été. Le brouillard persista une bonne partie de l'après-midi suivante, enveloppant Ashcroft Manor d'une pâle et inquiétante quiétude. Les pelouses étaient dissimulées sous des voiles gris flottants, et la fontaine de la cour murmurait faiblement, comme si elle se parlait à elle-même. Les habitants se déplaçaient, silencieusement, évitant l'aile est et le salon du piano, comme s'ils craignaient de réveiller le secret qui y avait été troublé. Pendant ce temps, Hercule Poirot se trouvait dans le jardin. Il avançait à pas prudents sur le chemin de gravier humide, les mains jointes derrière le dos, son regard perçant, scrutant chaque détail. L'air embaumait les feuilles mortes et la terre. Au loin, la silhouette du petit pavillon de jardin émergeait de la brume, circulaire, recouvert de lierre et abandonné depuis longtemps. Sa peinture blanche s'écaillait par endroits, lui conférant un air de mélancolie et de négligence. L'inspecteur Kershaw suivit, tapant du pied, pour se protéger du froid. « Je ne vois pas ce que vous espérez trouver ici, monsieur Poirot. Mes hommes ont inspecté le terrain ce matin. Les traces de pas ont presque disparu sous la rosée. »« Ah, mais pas tout à fait, mon ami, » répondit Poirot, en s'arrêtant au bord du chemin. Il se pencha et montra une légère marque sur le sol. « Voyez, une empreinte de talon, légère, étroite, appartenant peut-être à une femme, et à côté, le pas plus lourd d'un homme. La distance entre eux, environ 60 centimètres, ils ne marchaient pas côte à côte, mais l'un derrière l'autre. » Kershaw fronça les sourcils. L'un espionnait donc l'autre? Peut-être, ou une rencontre secrète. Poirot se redressa en s'essuyant les mains gantées. « Voyons voir quel secret la maison d'été nous réserve, hein ?» La porte grinça lorsqu'ils entrèrent. À l'intérieur, l'air était humide et vicié, légèrement imprégné d'une odeur de tabac brûlé. Une petite table trônait au centre, sa surface marquée par les traces de tasses. Une épaisse couche de poussière recouvrait le sol. Pourtant, çà et là, Poirot remarqua des traces de doigts, là où la poussière avait été récemment soulevée. Il s'agenouilla et les examina attentivement. Une chaise était là, légèrement reculée. Et voyez, le coin du tapis est de travers. Quelqu'un s'est agenouillé ici, peut-être pour cacher quelque chose. Kershaw le rejoignit. Mais cacher quoi? Il n'y a rien ici. Le regard de Poirot se porta sur les boiseries. Vous le pensez, mon ami. Regardez encore, la troisième planche près du sol. Elle est descellée. Ensemble, ils l'ouvrirent de force. Derrière se trouvait un petit renfoncement, à peine assez grand pour contenir un livre. À l'intérieur, enveloppé dans une toile cirée, se trouvait une simple enveloppe scellée à la cire rouge. Poirot haussa les sourcils. Voilà, même les plus petits endroits recèlent les plus grands secrets. Kershaw prit l'enveloppe avec précaution. Il n'y a pas de nom dessus. Non, mais voyez le papier, cher, en lin fin, et le sceau, orné d'un A entrelacé avec un L. Ashcroft et Linton? Poirot inclina la tête. Il semblerait bien. Nous ne l'ouvrirons pas encore, pas avant que Lady Rowena ne nous y autorise. Mais je pense, inspecteur,
que cette lettre pourrait nous révéler pourquoi M. Linton est venu ici ce soir-là. Ils quittèrent le pavillon de jardin, le brouillard les enveloppant comme un rideau. Tandis qu'il retourna vers la maison, Poirot s'arrêta de nouveau, jetant un coup d'œil en arrière au chemin. Les gravures s'arrêtent ici, mais un ensemble, le plus clair, revient seul vers la maison. La femme est donc partie la première, a déclaré Kershaw. Oui, et elle ne s'est pas retournée. L'expression de Poirot se fit pensive. Nous verrons ce que cela signifie lorsque j'aurai reparlé à Lady Rowena. Lady Rowena se trouvait dans le salon à leur retour, assise près du feu, un châle sur les épaules. Les flammes projetaient une douce lumière sur son visage, mais ses yeux étaient cernés, fatigués. Elle leva les yeux à l'entrée de Poirot, le visage crispé. « Vous souhaitiez me voir, monsieur Poirot ?»« Oui, madame. Veuillez m'excuser de vous déranger. Je viens seulement vous poser une question mineure concernant votre défunt mari. » Ses mains se resserrèrent légèrement autour du châle. « Oui, lui et M. Linton étaient de proches, avez-vous dit. Ils se faisaient confiance. Mais dites-moi, Lord Ashcroft a-t-il laissé derrière lui des secrets, financiers ou autres ?» Elle hésita. « Il y avait des investissements, certains documents que je n'ai jamais bien compris. Après sa mort, M. Linton s'en est occupé. Il m'a assuré que tout était réglé. Et avez-vous vérifié cela ?» Une légère rougeur lui monta aux joues. « Non, je lui faisais confiance. »« Ah, la confiance encore, » murmura Poirot. « Elle semble hanter cette maison aussi sûrement que la musique. » Elle le regarda d'un air sévère. « Tu crois que Charles nous a trahis ?»« Je pense, » dit Poirot d'une voix douce, « qu'il a peut-être découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû découvrir. Peut-être quelque chose qui le met en danger. » Il s'approcha du feu. « Dites-moi, madame, savez-vous qui aurait pu avoir une raison de le faire taire ?» Son regard se détourna. « Je ne peux pas le dire. Le colonel était un ami de mon mari, le docteur Willoughby, notre voisin, et Anthony. Il a été comme un fils pour moi. Je ne peux pas croire que l'un d'eux ait pu. »« Non, non, » l'interrompit doucement Poirot. « Nous n'accusons pas, nous posons seulement des questions. Et pourtant... » Il marqua une pause, se tournant brusquement vers la cheminée. « Cette photographie, c'est votre mari, n'est-ce pas ?» Elle suivit son regard. « Oui, la photo a été prise il y a 2 ans. » Poirot l'examina attentivement. Lord Ashcroft était un homme de grande taille, à l'allure imposante, le regard perçant et assuré. À ses côtés, à demi caché, se tenait Charles Linton, plus jeune, déférent, le regard baissé. « Il admirait beaucoup votre mari, » dit Poirot, « peut-être même trop. La dévotion peut se muer en envie lorsque la confiance est trahie. » Les lèvres de Lady Rowena tremblèrent. « Vous parlez comme si vous le connaissiez. » Poirot esquissa un sourire. « Ah, mais pour vraiment connaître un homme, il faut tous les connaître. La nature humaine se répète, seuls les costumes changent. » Il s'inclina légèrement. « Merci, madame. Je ne vous dérangerai plus. » Plus tard, dans la soirée, alors que le crépuscule enveloppait à nouveau le manoir, Poirot réunit les domestiques dans la bibliothèque. Le feu brûlait doucement et les lourds rideaux furent tirés. Chaque visage semblait figé par la tension. Lady Rowena, pâle et lasse, le colonel Aversham, droit et furieux, le docteur Willoughby calme mais vigilant, et Anthony Val, agité, tapotant sa cigarette contre le bord de son verre. Poirot se tenait devant eux, les mains jointes. « Mes amis, » commença-t-il, « nous voici en compagnie de mystère, une pièce fermée à clé, un homme mort, et maintenant, une lettre cachée, là où personne n'aurait dû la trouver.
Quelqu'un parmi nous connaît la signification de tout cela. Quelqu'un qui craignait ce que M. Linton transportait. Le colonel fronça les sourcils. « Vous suggérez l'un des nous. Tu as mis cette lettre là ?»« Peut-être, » dit Poirot d'un ton neutre. « Peut-être pas. Mais celui qui l'a cachée savait que personne n'aurait l'idée de fouiller la maison d'été, un endroit oublié de tous. » Le docteur Willoughby demanda à voix basse. « L'avez-vous ouvert ?»« Pas encore, par respect pour Lady Rowena. Mais je soupçonne que cela contient plus que de simples affaires. » Il la regarda avec douceur. « Madame, avec votre permission ?» Elle resta longtemps silencieuse, les yeux fixés sur l'enveloppe scellée, posée sur la table. Puis, d'un léger hochement de tête, elle murmura « Ouvrez-la ». Kershaw brisa le sceau avec précaution. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles de papier, une lettre écrite d'une main ferme et légèrement inclinée. Poirot la prit et parcourut les premières lignes en silence. Son front se fronça. « Elle vient de votre mari, » dit-il enfin. « Elle vous est adressée, madame, et date de la veille de son décès. » Lady Rowena s'exclama, stupéfaite. « Mais c'est impossible, il ne m'a jamais écrit de lettre. » Poirot leva la main pour demander le silence et continua sa lecture à voix haute. « Si tu lis ceci, ma chère, alors tu sauras que j'ai découvert la vérité. Linton m'a trahi. Il y a une somme d'argent disparue, cachée quelque part dans le domaine. S'il m'arrive malheur, tourne-toi vers lui. » Un silence absolu s'installa dans la pièce. Seul le feu crépitait faiblement. Anthony fut le premier à prendre la parole, d'un ton incrédule. Alors le vieil homme soupçonnait Linton. Cela signifie que la secrétaire l'a tué, assurément. Poirot plia la lettre avec une délicate précision. « Ah, mais réfléchissez, monsieur. Si Lord Ashcroft a accusé Linton, alors Linton lui-même n'était pas le traître. Il était accusé, peut-être à tort. Et quelle meilleure raison pour lui de revenir maintenant, après 2 ans, que de laver son nom. » Le docteur Willoughby murmura. « Et quelqu'un l'a fait taire, avant qu'il ne puisse le faire. » « Exactement. » Les yeux de Poirot brillèrent. La lettre condamne Linton, mais sa découverte pourrait en condamner un autre, car celui qui l'a tué ne l'a pas fait par crainte d'être démasqué, mais pour que cette accusation reste à jamais enfouie. Il se tourna vers la fenêtre, où le brouillard épais et blanc se pressait contre la vitre. « Retenez bien ceci, mes amis. La vérité se cache encore entre ces murs, et elle ne restera pas longtemps dissimulée. » Dehors, la brume se dissipa. Un son ténu parvint de quelque part dans l'aile est, une simple note de piano, basse et tremblante, qui résonna dans la nuit. Chapitre 5. L'ombre de la trahison. La nuit à Ashcroft, Manor fut longue et pesante, empreinte d'un silence absolu. Le feu de la bibliothèque s'était éteint, ne laissant derrière lui que des braises, imprégnant l'air d'une odeur de fumée et de vieux papier. Poirot resta assis longtemps. Après que les autres eurent regagné leur chambre, sa petite silhouette immobile, les yeux fixés sur la lueur mourante. La lettre gisait devant lui sur la table, ces mots gravés au plus profond de sa mémoire. Il avait vu passer bien des faux, bien des tromperies habilement orchestrées. Mais celle-ci le troublait, non pas son contenu, non, c'était assez clair, mais la manière, le ton de l'écriture, le phrasé. D'une certaine façon, elle sonnait faux. Enfin, il se leva, épousseta une poussière de cendre de sa manche et se tourna vers la fenêtre. Le brouillard collait à la vitre comme un fantôme qui tentait de l'observer. « Mon Dieu !» murmura-t-il doucement, comme la vérité se masque facilement. Le lendemain matin, le temps était froid et pâle. Une fine bruine avait commencé à tomber, tambourinant doucement aux fenêtres
et plongeant les jardins dans une brume indistincte. Poirot descendit dans la salle à manger, où seuls Lady Rowena et Anthony Vale étaient présents. Elle était assise, raide, le visage tiré, tandis qu'Anthony semblait agité, fumant nerveusement près de la cheminée. « Bonjour, madame », salua doucement Poirot en prenant place. « Et à vous aussi, monsieur Vale. Vous avez dormi, peut-être ?» Anthony laissa échapper un petit rire. « À peine, cette lettre, elle change tout, n'est-ce pas? Elle fait de Linton le méchant, finalement. » Vraiment? Les yeux de Poirot pétillèrent légèrement. Ou est-ce simplement une illusion? Lady Rowena leva brusquement les yeux. Vous voulez dire qu'il pourrait ne pas être authentique? C'est possible, madame. Je remarque simplement que l'écriture, bien que similaire, présente, comment dire, une certaine hésitation. L'inclinaison diffère légèrement de celle de la correspondance habituelle de Lord Ashcroft. Anthony fronça les sourcils. « Vous insinuez que quelqu'un l'a falsifié? »« Je ne suggère rien, monsieur, » répondit Poirot d'un ton neutre. « J'observe. » À ce moment-là, le docteur Willoughby entra, portant un petit étui en cuir. « Ah, Poirot, dit-il, je me suis permis d'examiner l'enveloppe que vous avez trouvée hier soir. Le seau de cire, il est étrange. Bizarre comment? Il a été utilisé 2 fois. La première impression était faible, presque effacée, et la seconde l'a recouverte. Quelqu'un l'a refermée. Lady Rowena en resta bouche bée. Alors, ça n'est pas resté intact tout ce temps. Exactement, murmura Poirot. Ce qui soulève une charmante petite question. Qui parmi nous a eu l'occasion de le trouver avant nous? Anthony jeta des cendres dans la cheminée, la mâchoire serrée. N'importe qui aurait pu s'introduire dans cette maison d'été. Les domestiques, le colonel, même moi. Poirot le regarda fixement. En effet, monsieur. Et pourtant, vous êtes le seul à l'admettre. Anthony se raidit. Vous m'accusez? Accusé? Poirot écarta les mains. Non, non, je me contente d'écouter ce qui est dit. Et plus important encore, ce qui n'est pas dit. Avant que la tension ne s'exacerbe, la porte s'ouvrit et l'inspecteur Kershaw entra d'un pas vif, les gouttes de pluie scintillant sur son manteau. « Bonjour à tous. Mes hommes ont de nouveau ratissé le domaine. Ils ont trouvé quelque chose qui vous intéressera, Poirot. » Ils le suivirent dehors. La bruine s'était intensifiée en une pluie continue, et l'air était empli du doux sifflement de l'eau ruisselant sur les feuilles. Plus bas, après la roseraie, près des anciennes écuries, 2 agents se tenaient, près d'un muret de pierre. L'un d'eux tenait un petit objet enveloppé dans un tissu. Kershaw l'a déballé, avec précaution. C'était enfoui juste sous la surface. On dirait que c'est là depuis un certain temps. C'était une montre de poche, ternie, tachée de boue, mais encore intacte. Poirot la prit délicatement, examinant le dos où étaient gravées de faibles initiales, C.I.L. « Charles Linton », murmura Lady Rowena. « Oui, madame, mais voyez, la chaîne est cassée, elle n'est pas tombée, elle a été arrachée. » Poirot souleva le couvercle. À l'intérieur, les aiguilles étaient arrêtées à 9h10. « L'heure de son décès, » dit calmement le docteur Willoughby. « Ou plutôt, » corrigea Poirot, « l'heure que quelqu'un a voulu nous faire croire être l'heure de sa mort. Il y a une différence, n'est-ce pas? » Kershaw se gratta la tête. « Que voulez-vous dire ?» Poirot referma doucement la montre. « Les horloges, mon cher inspecteur, peuvent être réglées par les vivants, mais seuls les vivants peuvent mentir. » Il tourna son regard vers le manoir. « Venez, il y a une personne dans cette maison qui pourrait nous aider plus que toutes les autres. » Il s'agissait de Madame Danvers,
La gouvernante, une femme discrète et nerveuse, dotée d'un regard perçant, qui semblait ne rien laisser passer. Elle les rencontra dans le couloir des domestiques, s'essuyant les mains sur son tablier. « Monsieur Poirot, dit-elle, vous vouliez dire un mot ? » « En effet, madame, vous vivez dans cette maison depuis de nombreuses années. 32 ans, monsieur, depuis avant le mariage de Lord et Lady Ashcroft. Vous connaissiez donc bien monsieur Linton ? » Elle hésita. Oui, un homme assez poli, mais agité. Il n'avait jamais l'air tranquille. Il n'arrêtait pas de faire les 100 pas, d'écrire, de ranger des choses dans son bureau. Je n'aimais pas le voir près de la maîtresse, si vous me permettez. Poirot haussa les sourcils. Ah, de la jalousie, alors ? Pas d'elle, monsieur, mais de lui. Il la regarda comme s'il aurait aimé être Lord Ashcroft lui-même. Lady Rowena laissa échapper un petit cri étouffé, mais Poirot garda son calme. Et le défunt Lord était-il au courant de cela ? Bien sûr que oui. Je pense que c'est pour ça qu'ils se sont disputés ce soir-là. Vous vous êtes disputés ? Poirot se pencha légèrement en avant. Vous les avez entendus ? Madame Danvers hocha lentement la tête. Pas les mots, mais les voix. Monsieur Linton sortit en trombe du bureau vers 9 heures, rouge comme une tomate. Lord Ashcroft le suivit 1 minute plus tard. Après cela, le maître ne revint jamais. Le silence qui suivit fut pesant. Poirot l'observa attentivement. « Vous êtes absolument certaine de l'heure ? » ?»« Certain, monsieur. J'étais en train de remonter l'horloge du hall quand c'est arrivé. » Les yeux de Poirot brillèrent. Nous avons donc le premier point fixe dans une nuit pleine d'ombre. Il se tourna vers Kershaw. « Inspecteur, je pense qu'il est temps de réexaminer le bureau avec un regard neuf. » Le bureau exhalait une légère odeur de poussière et de cigares froids. La lumière de l'après-midi filtrait faiblement à travers les hautes fenêtres, projetant de longs reflets dorés sur le sol. Poirot se déplaçait lentement, son regard passant des étagères au bureau, du tapis aux lourds rideaux. « Observez, inspecteur, » dit-il doucement. « Voici le véritable théâtre de notre petite pièce. » Il s'arrêta devant le bureau, tapotant son bord du doigt. 2 verres, oui, l'un propre, l'autre légèrement taché de lèvres, une carafe à moitié vide. Lord Ashcroft but, et un autre aussi. Kershaw acquiesça. « Vous pensez à Linton ? » ?»« Peut-être, mais remarquez le cendrier. 2 marques de cigarettes, une turque, une anglaise. Monsieur Linton fumait des turques, oui, mais la seconde, je n'en ai vu que chez le colonel Aversham. » Les yeux de Kershaw s'écarquillèrent. « Vous pensez qu'il était là ce soir-là aussi ? » ?»« Je pense, » dit Poirot d'une voix calme, « que nous devons lui parler avant la fin de la journée. » Il se tourna alors vers la fenêtre, le regard perdu au loin. La pluie avait cessé, laissant le monde délavé et pâle. Au loin, un corbeau solitaire croassa, un cri profond et plaintif qui résonna dans le parc. « Quelle mélancolie !» murmura Poirot. « Il semble que même la nature ressente le poids du mensonge. » Lady Rowena parla doucement. « Croyez-vous maintenant que Charles était innocent ?» Poirot se tourna vers elle, le visage impassible. « Je crois, madame, qu'il n'était pas l'homme que nous pensions. Saint ou pécheur, l'avenir nous le dira. Mais une vérité se dessine. Il a été réduit au silence, non par la culpabilité, mais par la peur. »« La peur ?» répéta Anthony, en fronçant les sourcils. « La peur de quoi ?» Les yeux de Poirot brillèrent. « De qui, monsieur ? Telle est la question. » Il reprit sa montre de poche et la tint à la faible lumière. L'heure s'arrête à 9h10, l'instant de la trahison. Et pourtant,
La véritable trahison, je crois, a commencé bien avant cette heure. Il posa délicatement la montre. Ce soir, nous en saurons plus, car il me reste une dernière épreuve à accomplir, et si mes neurones ne me font pas défaut, demain matin, nous verrons le visage caché derrière le brouillard. Dehors, les dernières gouttes de pluie glissaient des avant-toits comme des larmes. Le manoir, silencieux et vigilant, semblait retenir son souffle, comme s'il attendait le prochain coup de poireau dans son jeu discret et implacable. Chapitre 6. Écho dans le brouillard. Le brouillard avait de nouveau enveloppé Ashcroft Manor lorsque les lampes du soir furent allumées. Il rampait sur les pelouses et le long des allées du jardin comme une créature vivante, s'enroulant autour des statues et des arbres, brouillant le paysage en de doux gris informes. À l'intérieur du manoir, l'atmosphère était tendue. Un silence pesant régnait dans chaque pièce, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Poirot, de nouveau assis dans la bibliothèque, semblait parfaitement à l'aise. Sa silhouette menue se tenait droite, ses moustaches impeccables, ses yeux gris mi-clos tandis qu'il tapotait du bout des doigts. En face de lui, Hastings observait le petit détective avec une sorte de fascination nerveuse. « Poirot, » commença Hastings avec prudence, « vous fixez cette montre depuis une demi-heure. Elle ne peut sûrement rien vous dire de plus ?»« Ah, mon ami, » murmura Poirot en ouvrant les yeux, « c'est là que vous vous trompez. La montre, dit-elle, doucement, discrètement. Mais il faut savoir écouter. Elle ne donne pas seulement l'heure, mais aussi l'intention. » Hastings fronça les sourcils. « Intention ? Oui, car ce n'est pas le fruit du hasard. Les mains ont été forcées, réinitialisées. C'est, comment dire, une signature gravée dans le métal. Mais de qui ? Poirot esquissa un sourire. Cela, Hastings, nous le découvrirons bientôt. Mais patience, la vérité se gagne, elle ne s'impose pas. Il se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, écartant les rideaux. Un épais brouillard s'abattait sur la vitre, masquant le jardin. Au loin, une faible note de piano flottait dans la brume. Un son unique et tremblant. Hastings se raidit. « Mon Dieu, c'est encore ce piano !» Poirot inclina la tête. « Oui, le piano qui joue tout seul. » Il se tourna, les yeux pétillants, d'une satisfaction tranquille. Il est temps, je crois, d'écouter plus attentivement sa mélodie. Ils se frayèrent un chemin dans le couloir, Poirot marchant d'un pas assuré, Hastings sur ses talons. L'air était humide et froid, imprégné d'un léger parfum de roses et de pluie. De loin, parvenait l'écho grave et lancinant du piano, la même mélodie que la veille, fragile comme un soupir, fantomatique dans sa persistance. La musique les mena au salon. À l'intérieur, la pénombre n'était perceptible que sous la lueur d'une lampe. Le piano à queue était ouvert, sa surface polie luisant faiblement. Personne n'était assis aux touches. Pourtant, le son persistait, doux, délibéré, chaque note s'attardant comme un murmure. Poirot fit signe de se taire et s'approcha lentement. La mélodie s'arrêta net, laissant place à un silence pesant. « Étrange, » murmura Hastings, « il n'y a personne ici. » Poirot se pencha et examina attentivement les clés. « Personne en vue, peut-être, » dit-il doucement. « Mais il y a eu quelqu'un très récemment. » Il montra une tache sur l'ivoire. De la poussière soulevée, voyez-vous, et une infime trace d'humidité, comme celle d'une main gantée. Quelqu'un est passé par ici, mon ami, mais il n'a pas voulu être vu. Hastings déglutit. Alors, quelqu'un a joué ça pour effrayer les autres ? Poirot esquissa un sourire. Ou pour leur rappeler.
La musique, voyez-vous, a une mémoire, elle fait ressurgir ce que nous souhaitons oublier. À ce moment-là, une voix s'éleva de l'embrasure de la porte, basse, lasse. Vous l'entendez aussi, alors? Ils se retournèrent. C'était Lady Rowena. Elle se tenait là, en robe de nuit, pâle et tremblante. « Ça joue tous les soirs, » murmura-t-elle. Toujours le même air. C'était le préféré de Charles, le chant du cygne, le chant du cygne. Poirot inclina doucement la tête. C'est poétique et tragique. Elle porta une main à sa poitrine. Il y jouait le soir, quand mon mari travaillait tard. Parfois, je crois qu'il y joue encore. Poirot l'observa longuement. « Vous l'aimiez, madame ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. « Je le plaignais, » dit-elle enfin, d'une voix basse. C'était un homme solitaire, ambitieux. Mais l'amour? Non. Je ne suis pas sûr qu'il en fût capable, seulement du désir. Le regard de Poirot s'adoucit. Et le désir, madame, est la forme la plus dangereuse de l'amour. Il n'est jamais satisfait, il est toujours insatiable. Elle se détourna, les épaules tremblantes. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'il soit, il ne méritait pas de mourir comme ça. Poirot la regarda partir, le visage impassible. Une fois qu'elle fut partie, il murmura. Elle dit la vérité, et pourtant, elle cache quelque chose derrière cette vérité. « Que voulez-vous dire, Poirot ?» demanda Hastings. « Ah, Hastings, tu demandes toujours. Quoi, mais c'est le pourquoi, c'est ce qui compte. Pourquoi elle n'a pas tremblé en entendant la musique, mais quand la mélodie s'est arrêtée. » Le lendemain matin, Poirot réunit de nouveau la maisonnée dans la salle à manger. Le brouillard persistait. Épais et dense, il s'abattait sur les fenêtres, tamisant la lumière et voilant le monde. Le colonel Haversham, raide comme un piquet, était assis près de la fenêtre, son uniforme impeccable, le visage impassible. Lady Rowena paraissait pâle, mais sereine. Anthony Val fumait nerveusement près du feu, et le docteur Willoughby, grave et silencieux, se versa une tasse de thé. Poirot se tenait près de la cheminée, petit et serein, son regard balayant la pièce. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, « hier soir, le piano a joué une fois de plus, et la vérité a elle aussi commencé à jouer sa mélodie. » Anthony laissa échapper un petit rire moqueur. « On parle d'un piano, Poirot, pas d'un fantôme. » « En effet, monsieur, mais parfois, un fantôme et un souvenir ne font qu'un. » Il esquissa un sourire. « Maintenant, vous me permettrez quelques questions, n'est-ce pas, à propos de la nuit de la mort de Charles Linton. » Ils échangèrent des regards, inquiets. Poirot poursuivit. « Pour commencer, colonel Haversham, vous fumez des cigarettes anglaises, n'est-ce pas ?» Le colonel acquiesça. « Oui. Et alors ? Et vous étiez dans le bureau ce soir-là ?» Il fronça les sourcils. « Oui, brièvement. Ashcroft m'a interrogé sur une affaire professionnelle. Je suis parti avant 9 heures. »« Avant 9 heures, » répéta Poirot à voix basse. Pourtant, l'horloge du hall sonna précisément à 9 heures, lorsque Madame Danvers vit M. Linton quitter le bureau, furieux. La mâchoire du colonel se crispa. Peut-être que son horloge était en avance. « Ou peut-être, mon colonel, » dit Poirot doucement, « votre mémoire est lente. » Un murmure parcourut la pièce. Poirot poursuivit calmement. « Voyez-vous, j'ai trouvé la marque de cigarette que vous fumez dans le cendrier du bureau. Elle n'y était pas auparavant, ce qui signifie que quelqu'un a fumé là. Après cela, querelle. » Le colonel se raidit. « Vous insinuez que je suis revenu ? » ?»« Je n'insinue rien, » dit Poirot d'un ton neutre. « Mais les preuves, elles, murmurent. Et moi, je ne fais qu'écouter. » Il se tourna brusquement vers Lady Rowena. « Madame,
Vous avez dit que votre mari et M. Linton se disputaient souvent? Oui, à propos d'argent, à propos de tout. Et pourtant, dit Poirot d'une voix douce, la lettre que nous avons trouvée parle de pardon, de confiance renouvelée. Cela ressemble-t-il au Lord Ashcroft que vous avez connu? Elle hésita. Non, admit-elle. Il ne pardonnait jamais facilement. Ce n'est donc pas sa main qui l'a écrit, murmura Poirot. Mais de qui? Antonival écrasa sa cigarette dans le cendrier. On tourne en rond. Quel rapport avec ce piano maudit? Les yeux de Poirot brillèrent. Tout, monsieur, car la musique, comme la culpabilité, revient sans cesse, jusqu'à ce qu'on l'entende. Il se tourna vers l'inspecteur Kershaw, qui se tenait tranquillement près de la porte. « Inspecteur, j'aimerais qu'on fasse une petite expérience. Ce soir, quand le piano commencera à jouer, personne ne doit bouger. Les lumières resteront éteintes. Nous observerons. » Kershaw fronça les sourcils. « Et si personne ne vient ?» Poirot sourit. « Oh, ils viendront. La culpabilité ne peut résister à l'écho de sa propre culpabilité. » Cette nuit-là, le brouillard s'épaissit de nouveau. Les lampes s'éteignirent. Le silence régna dans les couloirs. Dans le salon, Poirot était assis tranquillement près du piano. Hastings, non loin de là, tous deux plongés dans l'ombre. Le reste de la maisonnée attendait ailleurs, feignant de dormir, mais tous restaient aux aguets. Longtemps, le silence régnait. Puis, faiblement, une note tremblante parvint à ses oreilles. Puis, une autre, la même mélodie, obsédante, le chant du cygne. Les yeux de Poirot brillèrent. Il ne bougea pas. La musique s'adoucit, ralentit, puis s'arrêta. Un léger bruissement, un souffle ténu. La voix de Poirot, calme et précise, perça l'obscurité. « Bonsoir, mon ami, » dit-il doucement. « Vous jouez magnifiquement. Mais peut-être que ce soir, nous changerons de morceau. Oui ?» Il y eut une forte inspiration, puis le claquement d'un interrupteur. Les lampes s'allumèrent. Immobile près du piano, une main gantée planant toujours au-dessus des touches, se trouvait le docteur Willoughby. Un silence s'installa. Poirot se leva, d'un pas assuré et sans hâte. « Ah, c'est donc vous qui faites chanter le piano. Je m'en doutais. » Le visage de Willoughby avait pâli. Ce n'était pas ce que ça semblait être. Poirot leva la main. « Pas d'explication pour l'instant, s'il vous plaît. Vous aurez votre chance. Mais voyez-vous, monsieur, lorsqu'on cherche à réveiller des fantômes, il faut d'abord leur demander ce qu'ils ont à dire. » Le silence qui suivit était lourd de tension. Dehors, le brouillard se pressait contre les vitres, et la maison semblait se pencher vers l'intérieur, à l'écoute. La voix de Poirot baissa jusqu'à un murmure. « Et maintenant, docteur Willoughby, il est temps, je crois, que vous nous disiez ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. » Chapitre 7. La confession à minuit. Pendant un long moment, personne ne bougea. Le piano, dont la dernière note résonnait encore dans l'air, semblait suspendu entre vie et silence. Le docteur Willoughby se tenait immobile à côté, le visage pâle, sous la lumière crue des lampes. Dementeden, autres, Lady Rowena, Anthony Vail, le colonel Aversham et l'inspecteur Kershaw, restaient figés sur le seuil, comme s'ils avaient eux aussi fait face à un fantôme. Poirot, imperturbable comme toujours, s'avança, ses chaussures cirées ne faisant aucun bruit sur le tapis. « Alors, dit-il doucement, c'est vous qui jouez pour les morts. » La bouche de Willoughby s'ouvrit, puis se referma. « Je... » commença-t-il, avant d'hésiter. Ses mains, encore gantées, tremblèrent légèrement, tandis qu'il se tournait vers le détective. « Ce n'est pas ce que vous croyez. »
Alors peut-être, monsieur, dit Poirot doucement, vous nous direz ce que c'est ce test. Le médecin prit une lente inspiration, son regard passant d'un visage à l'autre. J'ai joué parce que... Il s'interrompit de nouveau, visiblement en difficulté, parce que c'était la seule façon de supporter ça, la culpabilité, le silence. Un murmure parcourut le groupe. Poirot inclina légèrement la tête. Ah, la culpabilité. Un mot lourd, mon ami. Il peut signifier bien des choses. La voix de Willoughby était rauque. Je ne l'ai pas tué, Poirot, je le jure, mais je sais qui l'a fait. Les mots tombèrent, comme des pierres, dans l'eau. Tous les visages se tournèrent vers lui, stupéfaits. Les lèvres de Lady Rowena s'entr'ouvrirent, sa main agrippant le dossier d'une chaise. Poirot dit calmement, « Alors peut-être allez-vous nous éclairer, monsieur, mais parlez avec précision. Commencez par le début. » Willoughby s'affaissa dans un fauteuil, comme soudainement vidé. C'était la nuit de la mort de Charles Linton. J'étais dans ma chambre, incapable de dormir. La pluie tombait à verse, et le vent faisait claquer les volets. Vers 9 heures, j'entendis des voix s'élever dans le bureau du dessous. Je n'y prêtais pas attention au début. Lord Ashcroft et Linton s'étaient déjà disputés. Mais soudain, il y eut un fracas, quelque chose de lourd qui tombait. Il marqua une pause, le visage crispé. Je suis descendu aussitôt. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, la lampe était renversée, la carafe brisée. Lord Ashcroft était affalé contre le bureau, respirant mais inconscient. Et Linton, il avait disparu. Lady Rowena eut un petit hoquet de surprise. « Alors vous avez vu mon mari vivant ?»« Oui, » dit Willoughby. « De justesse, j'ai crié son nom, mais il n'a pas répondu. J'ai essayé de le ranimer, mais en vain. Son pouls faiblissait. Je n'avais aucun équipement, rien. Je me suis dit que peut-être, si j'allais chercher de l'aide. » Poirot plissa légèrement les yeux. « Et avez-vous appelé des renforts ?» Willoughby détourna le regard. « Non, » murmura-t-il, « parce que quand je me suis retourné, j'ai vu le pistolet par terre, et sur le bureau à côté, une lettre écrite de la main de Charles Linton. » Kershaw s'avança brusquement. « La même lettre que nous avons trouvée ?»« La même chose, » dit Willoughby, « mais elle n'était pas adressée à Lord Ashcroft, elle était écrite. Pour moi. » Un silence absolu s'installa dans la pièce. Le regard de Poirot s'aiguisa. « À vous ?»« Oui. Il était venu me voir plus tôt dans la soirée, pour me demander du laudanum. Il disait que c'était pour ses nerfs. J'ai refusé. Mais il avait quelque chose en tête, quelque chose de désespéré. Dans la lettre, il écrivait qu'au moment où je la lirais, justice aurait été rendue, et qu'il avait fait le nécessaire pour réparer une vieille injustice. Il l'a signé calmement, voire fièrement. Je ne savais pas quoi penser. La main de Lady Rowena tremblait. « Vous pensiez donc qu'il avait tué mon mari ?» Willoughby acquiesça. « Oui, j'ai cru que c'était une confession. Et quand j'ai regardé à nouveau le bureau, Lord Ashcroft avait cessé de respirer. C'était trop tard. J'ai paniqué. Toute la maison dormait. La tempête faisait rage dehors. Je ne savais pas quoi faire. J'ai pensé au scandale, à la ruine, pour nous tous. Alors j'ai brûlé la lettre. » Les yeux de Poirot brillaient d'un intérêt discret. « Mais nous avons trouvé une lettre, docteur, dans le pavillon de jardin. »« Oui, » dit Willoughby, « parce que j'en ai écrit un autre. Un faux, oui. Pour faire croire que Linton avait écrit à Rowena. Pas à moi. Pour atténuer le choc, pour expliquer sa mort comme l'acte d'un homme plein de remords. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un la découvrirait des années plus tard. » Anthony Vail expira bruyamment. « Mon Dieu !» Poirot, les mains jointes derrière le dos,
se mit à arpenter lentement la pièce. « Vous avez donc falsifié la lettre pour protéger les morts. Et pour vous protéger vous-même, peut-être » Willoughby leva brusquement les yeux. « Je ne me protégeais pas moi-même. Je la protégeais, elle. » Il désigna Lady Rowena d'un geste de la main. Si la vérité avait éclaté, que Linton l'aimait, qu'il avait peut-être tué son mari, sa réputation aurait été ruinée. Je ne pouvais pas le permettre. Rowena le fixa, abasourdi. « Tu as fait tout ça pour moi ?» Il croisa son regard, et pour la première fois, une lueur brute brilla dans ses yeux. « Pour toi, je pensais que c'était la seule solution. » La voix de Poirot était très douce. « Ah, comme c'est noble, comme c'est tragique. Mais, mon cher docteur, les beaux mensonges ont tendance à se corrompre, et celui-ci, oui, il commence à sentir mauvais. » Willoughby tressaillit. « Vous pensez que je mens maintenant ? » ?»« Je crois, » dit Poirot, « que vous ne nous l'avez pas dit, tout. » La pluie avait recommencé, tambourinant légèrement contre les fenêtres. Poirot se tenait devant le feu, son reflet vacillant dans les flammes. « Dites-moi, docteur, » dit-il, « lorsque vous êtes entré dans le bureau ce soir-là, y avait-il quelqu'un d'autre à proximité ?» Willoughby hésita. « Non, personne que j'ai vu. »« Et pourtant, » murmura Poirot, « quelqu'un d'autre était là. Quelqu'un qui est arrivé après vous, peut-être quelques instants plus tard. » Il se tourna brusquement vers le colonel Aversham. « Vous êtes rentré tard ce soir-là, colonel. Les domestiques vous ont vu revenir des écuries trempées jusqu'aux os. » Le visage du colonel se durcit. « Je vérifiais les chevaux. La tempête les a effrayés. »« En effet, » dit Poirot, « et pourtant le garçon d'écurie rapporte n'avoir vu ni lanterne, ni mouvement, avant 10 heures passées. Curieux, n'est-ce pas ?» Le regard du colonel s'est enflammé. « Vous déformez les mots, Poirot. » Poirot esquissa un sourire. « Non, je suis en train de démêler le vrai du faux. Voyez-vous, il y a un fil conducteur à chaque mensonge, et tôt ou tard, il mène à la vérité. » Il se retourna vers Willoughby. « Dites-moi, quand vous avez quitté le bureau, qu'avez-vous fait ? » « Je suis allé dans ma chambre, j'ai bu, j'ai essayé d'oublier. »« Et vous n'avez rien entendu d'autre ?» Willoughby hésita. « Peut-être des pas, doux, près du hall, mais je n'y ai pas prêté attention. » Poirot hocha lentement la tête. « Oui, des bruits de pas. Quelqu'un est entré après votre départ, monsieur. Quelqu'un qui a découvert la scène comme vous, mais qui a décidé de terminer ce qui avait été commencé. » Des murmures d'étonnement parcoururent le groupe. « En finir ?» murmura Lady Rowena. La voix de Poirot était grave. « Oui, madame. Votre mari n'était pas mort lorsque le docteur Willoughby l'a quitté. Il était mourant, mais pas encore décédé, et c'est le second visiteur qui a fait en sorte qu'il ne se réveille jamais. » Un silence terrible s'installa. Tous les regards se tournèrent vers Poirot. « Qui ?» demanda Anthony d'une voix rauque. « Qui ferait une chose pareille ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Il regarda plutôt le piano, dont la surface noire luisait faiblement à la lueur du feu. « Vous savez, Hastings, dit-il doucement, la musique a quelque chose d'extraordinaire. Elle a d'une structure, une précision, une harmonie. Même dans la mélodie la plus sombre, il y a de l'ordre. C'est pourquoi je l'aime. Mais ici... » Son regard se reporta sur les visages rassemblés. « Ici, il n'y a que dissonance. » Il marqua une pause, laissant le silence s'étirer. « La dernière note n'a pas encore été jouée, mais bientôt, très bientôt, elle retentira. » Il se redressa, le visage serein. « Demain, mes amis, nous nous réunirons une fois de plus, et alors... » Sa voix se fit plus basse.
La dernière pièce de cette symphonie trouvera sa place. Le feu crépitait doucement. Personne ne bougeait. Le brouillard pressait contre les fenêtres comme une main fantomatique. Le regard de Poirot s'attarda sur chaque visage, la pâleur de Rowena, la défiance nerveuse d'Anthony, la mâchoire serrée du colonel, les yeux creux de Willoughby. Puis il se tourna vers la porte. « Bonne nuit », dit-il simplement. « Dors bien, si tu le peux. » Il quitta la pièce, ses pas s'éloignant dans le couloir. Derrière lui, le silence s'épaissit, seulement troublé par le faible écho de la dernière note du piano. Un son unique et persistant qui semblait osciller entre chagrin et révélation. Chapitre 8. Le deuxième visiteur. Le matin se leva gris et lourd, comme si le ciel lui-même n'avait pas encore surmonté les aveux de la nuit précédente. Un fin brouillard s'accrochait à la lande, engloutissant les contours du domaine et brouillant l'horizon jusqu'à le faire disparaître. À l'intérieur du manoir d'Ashcroft, l'atmosphère était tout aussi pesante. Un silence chargé d'inquiétude, seulement troublé par le craquement occasionnel du plancher ou le murmure étouffé des domestiques derrière les portes closes. Poirot descendit prendre son petit déjeuner, à 8 heures précises, impeccablement vêtu comme toujours, sa moustache toujours aussi symétrique, comme si même les troubles de la nuit n'avaient pu en altérer la perfection. Hastings le suivit, les yeux cernés et l'air pensif. « Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, » marmonna Hastings. « Je n'y comprends rien. Les aveux de Willoughby éclaircissent certaines choses, certes, mais soulèvent 2 fois plus de questions. Que voulait dire Linton par « justice rendue » et qui diable était ce second visiteur? Les lèvres de Poirot esquissèrent un léger sourire. « Patience, mon ami. La vérité, c'est comme un soufflet. Il doit monter à son rythme. Et si vous ouvrez le four trop tôt, pouf, tout est fichu. » Il s'assit à la longue table à manger, sans prêter attention au petit déjeuner intact qui s'offrait à lui. « Regarde, Hastings, personne n'est encore apparu. Chacun se cache derrière sa porte, attendant que l'autre fasse le premier pas. C'est toujours pareil, après une tempête. » Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit. Lady Rowena entra, pâle mais sereine, vêtue de noir de deuil, qui la faisait paraître comme une ombre dans la lumière grise. Elle fit un léger signe de tête à Poirot et s'assit au fond de la table. Puis arriva Anthony Val, toujours aussi agité, ses doigts tambourinant sur le buffet, comme s'il ne supportait pas le silence. Le colonel suivit peu après, ses bottes laissant de légères traces de boue sur le tapis. Un détail étrange qui n'échappa pas à Poirot. Enfin, le docteur Willoughby entra, le visage tiré, mais d'un calme étrange. « L'inspecteur Kershaw nous rejoindra sous peu, » dit-il. « Il est au téléphone. Il y a quelque chose de nouveau. »« Ah !» dit Poirot d'une voix calme. « L'intrigue se complique avant même que le thé ne refroidisse. » Personne n'a souri. Kershaw entra quelques minutes plus tard, l'air sombre. « Le gendarme du coin m'a apporté ça, » dit-il, en déposant un petit objet sur la table. C'était une broche, un camée ancien en ivoire et or dont le fermoir était cassé. Lady Rowena laissa échapper un léger soupir. « C'est à moi, » dit-elle. « Il a disparu il y a des années, après la mort de Charles. Je pensais l'avoir égaré. »« Je l'ai trouvé, » dit Kershaw, dans les buissons derrière la fenêtre du bureau. Enfoui dans la terre sous le lierre. Il ne pouvait pas être là depuis longtemps. Le fermoir est trop propre. Le regard de Poirot s'aiguisa. « Ah, pas longtemps, dites-vous. Pas plus d'un jour ou 2, je parierai. » Poirot se pencha en arrière, les doigts joints en pyramide. Curieux,
Pourquoi quelque chose perdu depuis des années réapparaîtrait-il maintenant, à moins que quelqu'un n'ait souhaité qu'on le retrouve? Anthony se redressa, mal à l'aise. Tu crois que c'est un message, un avertissement? Peut-être, murmura Poirot. Ou un souvenir que quelqu'un ne pouvait plus supporter de garder caché. Il se leva de sa chaise. Mes amis, hier soir, j'ai parlé du second visiteur. Aujourd'hui, nous allons découvrir de qui il s'agissait. En milieu de matinée, Poirot avait réuni tout le monde dans le bureau. La même pièce où Lord Ashcroft était mort. La même atmosphère chargée de fantômes. Des particules de poussière tourbillonnaient dans la lumière oblique qui filtrait à travers les hautes fenêtres, et une légère odeur de vieux papier flottait encore. Poirot se tenait devant le bureau, les mains posées légèrement sur son bord. « J'ai reconstitué la nuit de la mort de Lord Ashcroft », commença-t-il. Chaque pas, chaque son, chaque instant. Il regarda Willoughby. « Vous êtes entré vers 9 heures. Vous avez trouvé Ashcroft inconscient et vous l'avez laissé en vie. Vous avez ensuite brûlé la lettre et vous êtes retourné dans votre chambre. » Willoughby hocha la tête en silence. Puis, peu après, quelqu'un d'autre est arrivé. Quelqu'un qui connaissait le chemin du bureau, qui avait des raisons de s'assurer qu'Ashcroft ne parle plus jamais. Le regard de Poirot parcourut la pièce. La question n'est donc pas de savoir qui. Pourrait-on entrer, mais qui osait? La voix du colonel Aversham était tranchante. Vous accusez encore l'un d'entre nous, Poirot, mais vous n'avez aucune preuve. Poirot esquissa un sourire. Non, pas encore. Mais j'ai des preuves. Et les preuves, colonel, ont la curieuse habitude de toujours retrouver leur chemin. Il s'approcha de la fenêtre. Regardez la boue sous vos bottes, colonel, la terre. De la lande est collante, sombre et lourde. Pourtant, ce matin, j'ai remarqué une poussière plus claire sous vos semelles. De la terre de jardin, pas de l'argile de lande. Vous n'avez pas marché dans les champs, mais sur la terrasse, près de la fenêtre du bureau, peut-être? Le colonel serra les mâchoires. J'ai fumé une cigarette là-bas ce matin. En effet, dit Poirot d'une voix douce. Et hier soir? Le colonel hésita. La nuit dernière? Dit-il lentement. Je n'ai pas pu dormir. J'ai fait le tour du parc. C'est tout. Poirot le regarda avec un sourire serein. Vous n'êtes pas le seul à avoir marché hier soir. Les domestiques ont entendu d'autres pas, des pas légers, plus discrets que les vôtres, dans le hall, peu après 22 heures. Le visage de Lady Rowena se figea. Poirot se tourna vers elle. « Madame, vous avez dit que vous étiez dans votre chambre ce soir-là, en train de prier. Or, votre bougie était presque entièrement consumée. J'en ai constaté les restes ce matin. Une telle bougie n'aurait pas duré plus d'1 heure ou 2. Cela signifie qu'elle a été allumée non pas à 9 heures, mais plutôt vers 11 heures. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Poirot poursuivit doucement. « Vous êtes allé dans le bureau, n'est-ce pas? Après Willoughby, après le colonel, vous avez trouvé votre mari encore vivant, et à côté de lui, le pistolet. Peut-être avez-vous cru que c'était un acte de miséricorde. Peut-être souhaitiez-vous seulement mettre fin à sa souffrance. » La voix de Rowena s'est brisée. « Non, je le jure. » Poirot leva la main. « N'ayez crainte, madame. Je ne vous accuse pas de meurtre. Je vous accuse de quelque chose de bien plus humain, le désespoir. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je suis allé le voir parce que j'ai entendu la dispute. J'avais peur pour lui, pour eux deux. Quand je suis entré, il était inconscient. J'ai cru qu'il était mort. Je lui ai touché la main, je lui ai dit au revoir. C'est tout. Puis je suis parti. » Poirot la contempla longuement, en silence. « Et avez-vous laissé tomber la broche en partant? »
Elle porta la main à sa gorge. Je dois l'avoir fait. Ah, dit Poirot d'une voix douce, mais le fermoir n'était pas cassé à ce moment-là. Il ne s'est cassé que récemment. Quelqu'un l'a trouvé et l'a remis en place. Cette prise de conscience se propagea dans la pièce comme un souffle d'air froid. Anthony Vail prit soudain la parole d'une voix tranchante. Alors, quelqu'un a manipulé les choses. Il essaie de semer la zizanie. Mais pourquoi maintenant, après toutes ces années? Parce que, dit Poirot, le tueur prend peur. Il voit que je suis proche, et comme l'araignée dans sa toile, il tremble quand la mouche lui échappe. Il se tourna vers Kershaw. « Dites-moi, inspecteur, quand le gendarme a trouvé la broche, à quelle distance se trouvait-elle de la fenêtre? 2 pieds, peut-être moins. Alors, dit Poirot d'une voix douce, il n'a pas pu tomber par accident. C'était Miss là, où nous le trouverions sûrement. Anthony fronça les sourcils. Mais par qui? Poirot esquissa un sourire. Voilà, mon ami, la question finale. Le silence retomba dans la pièce. Seul le tic-tac léger de l'horloge sur la cheminée venait troubler le silence. Poirot s'approcha de la fenêtre et contempla la brume qui se levait. « Voyez-vous, dit-il doucement, chacun de vous porte en lui une part de vérité. Willoughby, sa culpabilité. Rowena, son chagrin. Le colonel, ses secrets. Et vous, monsieur Vail, votre peur ?» Anthony commença. « Ma peur ? Oui, dit Poirot. Vous craignez la vérité par-dessus tout, car vous avez vécu sur elle, écrit à son sujet, l'avez déformée à votre guise. Mais il est une vérité que vous ne pouvez réécrire, celle qui vous lie à la nuit de la mort de Charles Linton. » Anthony se décolora. « C'est impossible. » Poirot leva un doigt. « Ne parlez pas encore, monsieur. Demain, je révélerai toute la vérité, chaque mobile, chaque mensonge, chaque blessure, enfouie sous les années. Et quand je l'aurai fait, le meurtrier n'aura plus d'ombre où se cacher. » Il se tourna vers le feu, la voix basse, mais claire. « Pour ce soir, nous nous reposons, mais demain, nous réveillerons les morts. » Tandis que le groupe se dispersait, l'orage recommençait à gronder au-delà des fenêtres. Des éclairs zébraient l'horizon, illuminant la lande comme une brève lueur de révélation avant que les ténèbres ne reprennent leur droit. Poirot resta longtemps dans le bureau, après le départ des autres, debout devant l'âtre froid, perdu dans ses pensées. La broche reposait sur le bureau à côté de lui, scintillant faiblement à la lumière de la lampe. Il tendit la main et la retourna entre ses doigts, ses yeux reflétant son pâle éclat. « Très curieux, murmura-t-il. Le fermoir a déjà été réparé, et le fil d'or est neuf, pas ancien. » Un léger sourire effleura ses lèvres. « Oui, murmura-t-il. La main qui a posé cela savait exactement ce qu'elle faisait. » Il déposa délicatement la broche, comme pour poser une dernière note dans une symphonie, et murmura à la salle vide. « Demain. Hastings, le rideau se lève pour le dernier acte. » Chapitre 9. Le secret d'Ashcroft. L'orage avait véritablement éclaté au petit matin. La pluie fouettait les fenêtres d'Ashcroft Manor, comme une main implacable qui réclamait l'entrée, et le tonnerre grondait sur la lande, sourd et lugubre. Le monde extérieur semblait s'être fondu dans un gris indistinct, infini et froid. À l'intérieur, la maison était un îlot faiblement éclairé par des lampes, où le silence et la tension régnaient en maître, à l'image de l'esprit précis de Poirot. Poirot était assis seul dans la bibliothèque à l'aube, sa silhouette menue se détachant comme une ombre parmi les hautes étagères de livres. La broche reposait sur la table à côté de lui, et il tenait à la main une enveloppe décolorée.
Elle avait été dissimulée au fond d'un volume de philosophie de Lord Ashcroft, découvert par Poirot au petit matin. Il la retourna du bout des doigts, les yeux plissés par la réflexion. Quand Hastings entra, il trouva Poirot dans la même position, immobile, à l'exception du lent mouvement de rotation de la lettre entre ses doigts. « Vous avez encore passé la nuit blanche ?» dit doucement Hastings. « Vous allez tomber malade. » Poirot esquissa un sourire sans lever les yeux. « Ah, mon ami, le corps proteste, mais les petites cellules grises, elles dansent, elles chantent. Elles ne connaîtront le repos que lorsqu'elles auront obtenu leur vérité. » Il fit glisser la lettre sur la table, lisse. Hastings obéit. La lettre était écrite de la main forte et penchée de Lord Ashcroft. Elle était adressée qu'à un certain R.C. Vail. Hastings fronça les sourcils. « Val, c'est le père d'Anthony, n'est-ce pas ?»« Exactement, » dit Poirot. « Lisez la suite. » Hastings s'exécuta, les yeux écarquillés. « Tu m'as ruiné, Val. Mes investissements, ma réputation. Tout est perdu. Je ferai en sorte que tu sois anéanti avant de tomber moi-même. Si tu crois que je resterai silencieux, tu te trompes. J'ai conservé des copies de l'asto de chaque document et de chaque lettre. Le moment venu, ils parleront pour moi. » La lettre se terminait sans signature ni date. Hastings leva les yeux, inquiet. Alors le mobile, bon sang, le père d'Anthony et Lord Ashcroft étaient ennemis. Poirot acquiesça. « Oui. Et que hérite le fils, Hastings ? Son nom, sa fortune. Et souvent, ses ennemis. » Hastings se pencha en arrière. « Vous pensez qu'Anthony était venu ici pour détruire les preuves laissées par son père ?» Les yeux de Poirot brillèrent, ou peut-être pour la trouver et empêcher quelqu'un d'autre de l'utiliser contre lui. Dans tous les cas, la chaîne est forgée. Il se leva et se mit à arpenter la pièce d'un pas court et régulier. Mais n'oublions pas Charles Linton, il était le secrétaire de Lord Ashcroft, fidèle, dévoué. Et pourtant, c'est lui qui a péri au piano. Pourquoi ? Parce qu'il savait quelque chose, ou que quelqu'un craignait qu'il le sache. À ce moment-là, la porte s'ouvrit, et Lady Rowena apparut, le visage pâle, les yeux cernés par le manque de sommeil. « Monsieur Poirot ?» dit-elle doucement. « Vous souhaitiez me voir ?»« Oui, madame, » répondit-il en désignant une chaise. « Il y a quelque chose que vous devez me dire. Votre mari a-t-il jamais parlé de Monsieur Vail ?» Son regard s'est brièvement égaré. « De Robert Vail ? Oui, mais sans grande affection. Ils ont été associés dans une entreprise d'investissement à l'étranger. Cela s'est mal terminé. » Rowena hésita. Charles disait souvent que c'était la seule chose qui hantait vraiment mon mari. Il conservait un dossier à ce sujet, toujours sous clé. Poirot inclina la tête. « Et où se trouve ce dossier maintenant ?»« Je ne sais pas, » a-t-elle admis. Après sa mort, beaucoup de ses papiers ont été brûlés. « Brûlés, » répéta Poirot à voix basse. « Toujours le feu. Il consume ce que les hommes préféreraient oublier. » Les mains de Rowena se crispèrent sur ses genoux. « Pensez-vous que Charles Linton ait trouvé ces papiers ?» Poirot la regarda avec une compassion silencieuse. « Je pense, madame, que Charles Linton a trouvé trop, et c'est pourquoi il est mort. » Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Alors, celui qui a tué mon mari, il a tué sa secrétaire pour enterrer le passé, » conclut Poirot d'une voix douce. Mais comme toujours, le passé refuse de rester enterré. On frappa à la porte. C'était l'inspecteur Kershaw, le visage tiré. « Un messager vient d'arriver de Londres, » dit-il. « Les rapports que vous avez demandés, monsieur Poirot. » Poirot prit l'enveloppe et l'ouvrit, en parcourant rapidement son contenu. « Ah » murmura-t-il, « comme je le soupçonnais. »
Il remit les documents à Hastings. Un relevé des comptes de la famille Vail. Observez les écritures. Des paiements effectués à partir d'une fiducie, au nom de Lord Ashcroft. Le dernier paiement remonte à 2 mois. Hastings fronça les sourcils. Mais Ashcroft est mort depuis des années. Exactement, dit Poirot. Alors, qui a effectué le paiement? Ils se retournèrent lorsque la porte de la bibliothèque s'ouvrit à nouveau, révélant cette fois Anthony Vail. Son expression était tendue, sur la défensive. « Vous avez fouillé dans mes affaires, Poirot ?»« Non, monsieur, » répondit Poirot d'un ton doux. « J'ai simplement suivi le chemin de la vérité. Il mène où il veut. » Anthony s'approcha, et son ton monta. « Ces comptes sont privés. Vous n'avez pas le droit. »« Ah, mais le meurtre donne droit à bien des choses, » dit Poirot d'une voix douce. « Votre père a ruiné Lord Ashcroft. Des années plus tard, le fils revient dans cette même demeure, sous couvert d'un invité, lorsque le passé menace de ressurgir, et lorsque la fidèle secrétaire découvre la vérité. « Arrêtez !» cria Anthony. Sa voix se brisa. « Vous ne comprenez pas. » Poirot le regarda d'un regard à la fois miséricordieux et impitoyable. « Alors éclairez-moi, monsieur. » Les épaules d'Anthony s'affaissèrent. « Oui, mon père a fait du tort à Ashcroft. Je ne l'ai découvert que l'année dernière. J'ai vu les documents, les lettres. Je suis venu ici parce que je voulais réparer cette injustice. Je pensais que Lady Rowena devait connaître la vérité, que son mari n'était pas le monstre que tout le monde croyait. Mais avant que je puisse le lui dire, Linton a intercepté une de mes lettres. Il a cru que je la faisais chanter. » Hastings fronça les sourcils. « Et vous ?» Anthony le regarda avec indignation. « Bien sûr que non. J'essayais de lui rendre ce qui lui appartenait. Les dossiers d'investissement disparus. Ils prouvaient la culpabilité de mon père, pas celle d'Ashcroft. » Poirot le regarda pensivement. « Alors pourquoi les détruire ?»« Parce que, » dit Anthony avec amertume, « ils auraient ruiné ma famille, la réputation de mon père, le souvenir de ma mère, tout. Je les ai brûlés dans la cheminée du bureau. Mais Linton a dû me voir. Il m'a accusé de profaner l'héritage d'Ashcroft. On s'est battu. Je l'ai frappé, oui, mais il était vivant quand je suis parti. Je le jure. » « Alors comment ?» demanda Poirot à voix basse. « S'est-il retrouvé mort, enfermé dans le salon de musique, le piano jouant comme par une main fantomatique ?» Anthony déglutit difficilement. « Je ne sais pas. J'ai aussi entendu le piano depuis ma chambre, mais je jure que je n'y suis jamais retourné. » Le regard de Poirot s'adoucit légèrement. « Vous dites la vérité, ou presque, mais la vérité est comme un miroir, monsieur. Inclinez-le d'un côté, et il révèle la miséricorde. Inclinez-le de l'autre, et il blesse. » Il se tourna vers Kershaw. « Nous devons confirmer l'heure de cet incendie dans le bureau. Si les cendres sont froides avant la mort de Linton, alors M. Vail pourra encore parler en toute honnêteté. » Kershaw hocha la tête d'un air sombre. « Je m'en occuperai. » Il partit, laissant le grondement de la tempête emplir le silence derrière lui. Poirot se tourna vers Anthony. « Vous avez mal agi, oui, mais pas de la pire des manières. Il y en a une autre qui se cache encore dans votre ombre. » Anthony fronça les sourcils. « Qui d'autre avait une raison de tuer Linton ?» La voix de Poirot baissa jusqu'à un murmure. « La même personne qui avait des raisons de faire taire Lord Ashcroft. Quelqu'un qui ne craignait pas la vérité elle-même, mais le fait qu'elle soit dite. » Il regarda vers la porte, comme s'il pressentait une présence derrière. « Et avant que cette journée ne s'achève, Hastings, nous les réunirons tous, car le dénouement approche. » Hastings soupira. « Vous voulez dire le rassemblement ?» Poirot acquiesça. « Oui, le rassemblement des âmes, comme j'aime à l'appeler.
le moment où chacun se retrouvera face au miroir de la vérité. Et cette fois, il n'y aura plus d'ombres où se cacher. Alors que Poirot se retournait vers la fenêtre ruisselante de pluie, un éclair zébra le ciel au-dessus de la lande, illuminant le manoir dans un contraste saisissant. Une demeure majestueuse se dressant seule face à la tempête, chaque secret entre ses murs prêt à être révélé. Derrière lui, le feu crépitait dans la cheminée, consumant les derniers vestiges de la lettre que Poirot avait tenue. Les mots se recroquevillaient, noircissaient et disparaissaient, tels des fantômes enfin exorcisés. Poirot regarda la fumée s'élever et murmura, presque tendrement, « Les péchés du passé, Hastings, ils jouent leur propre musique, et demain, nous en entendrons la dernière note. » Chapitre 10. Le rassemblement final. L'air du matin était vif, teinté de givre qui recouvrait les jardins d'Ashcroft Manor comme de fins doigts d'argent. À l'intérieur, une tension palpable régnait, comme un fil tendu à l'extrême. Poirot avait convoqué tout le monde au salon, insistant pour que personne ne parte avant que le mystère ne soit résolu. Hastings suivit Poirot, une légère appréhension se lisant sur son visage. « Je n'arrive toujours pas à croire tout cela, » murmura-t-il. « Les lettres, la broche, le piano, c'est comme si la maison elle-même complotait contre nous. » Poirot, d'une silhouette menue, se mouvait, avec une précision méticuleuse, les yeux brillants d'anticipation. « Ah, Hastings, la maison ne complote pas, non. Elle garde simplement ses secrets. Ce sont les cœurs des hommes qui complotent, et lorsqu'ils sont confrontés à leurs secrets, ils tremblent. » Le salon était disposé avec une symétrie parfaite. Le piano à queue restait fermé, ses touches sombres et silencieuses, bien que le souvenir de sa mélodie persistât comme un fantôme dans les recoins. Les chaises étaient soigneusement alignées, la cheminée luisant doucement. Chaque suspect entra à son tour, le visage pâle, les mains crispées, les yeux furtifs et nerveux. Lady Rowena était assise près de la fenêtre, la lumière matinale caressant les bords de sa robe noire. Le colonel Aversham prit place sur une chaise près de la cheminée, le dos raide et impassible. Anthony Vail s'attardait près de la porte, le visage empreint d'une expression de défi mêlée d'inquiétude. Le docteur Willoughby demeurait au fond de la pièce, les mains jointes devant lui, le regard trahissant une peur inexprimée. Poirot se tenait devant eux, petit mais imposant. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix calme, mais empreinte d'autorité, « nous avons passé de longs jours à suivre la piste de la vérité, des confessions chuchotées aux mélodies fantomatiques, et maintenant, l'heure est venue de placer les dernières pièces sur l'échiquier. » Il marqua une pause, laissant son regard parcourir l'assemblée. Commençons par la nuit en question. Lord Ashcroft fut retrouvé inconscient dans son bureau, après une querelle avec Charles Linton. Le docteur Willoughby entra peu après et le trouva encore respirant. Le bon docteur, pris de panique et de compassion, tenta d'épargner à la maisonnée le scandale. Il détruisit une lettre, certes, mais ce ne furent pas ses mains qui portèrent le coup fatal. Willoughby expira lentement, un soulagement mêlé à une peur persistante. « C'est vrai, » dit-il doucement. « Je ne l'ai pas tué, j'ai seulement essayé de protéger les vivants du passé. » Poirot inclina la tête. « Et pourtant, Lord Ashcroft est bien mort, d'une balle, tirée après le départ du médecin, et Charles Linton, qui en avait découvert plus qu'il n'aurait dû, a été réduit au silence par la même main, mais qui, mes amis, avait les raisons suffisantes et les moyens d'agir pour s'assurer que ces deux hommes trouvent la mort. » Tous les regards se tournèrent vers Anthony Vail, qui se raidit, mais le regard de Poirot passa d'une personne à l'autre, s'attardant sur chacune à son tour.
Réfléchissez d'abord, colonel Aversham. Vous êtes rentré des écuries ce soir-là, certes, mais votre présence n'a été remarquée que brièvement. Vous vous souciez de vos chevaux, et pourtant, la boue sur vos bottes ne correspond pas à la salle où le drame s'est produit. Vous n'êtes pas notre meurtrier. Le colonel hocha la tête avec raideur, bien que ses yeux trahissent une certaine inquiétude. Lady Rowena, poursuivit Poirot. Vous êtes entré dans le bureau après Willoughby. Vous avez touché la main de votre mari, certes, mais seulement pour exprimer votre chagrin et lui dire adieu. Vous n'avez laissé derrière vous que votre douleur. La broche, égarée puis déposée là, ne témoigne pas de culpabilité, mais de peur et de chagrin. Les lèvres de Rowena tremblaient, mais elle resta silencieuse, comme si elle se préparait à la révélation à venir. Poirot tourna ensuite son regard vers le docteur Willoughby. « Et vous, mon cher docteur, vous avez agi avec bienveillance et panique. Vous avez détruit la lettre et tenté de dissimuler la vérité, certes, mais l'acte de violence finale était hors de votre contrôle. Vous n'êtes pas le meurtrier non plus. » Willoughby s'affaissa, visiblement soulagé, même si l'ombre de la culpabilité persistait. Poirot fit enfin face à Anthony Vail. « Et vous, monsieur, vous portez en vous le poids de deux héritages, la vengeance de votre père et le désir de protéger votre famille. Vous êtes arrivé ici sous couvert d'amitié et par devoir, mais vous avez découvert les lettres, les comptes et la vérité sur le passé d'Ashcroft. Vous avez perçu le danger que représentait Linton, la menace de révélation, et vous avez craint qu'il ne vous détruise, vous, la mémoire de votre mère, votre nom de famille. » Anthony plissa les yeux, mais sa bouche resta fermée. La voix de Poirot était posée, précise. « Vous êtes retourné au bureau ce soir-là, après le départ de Willoughby. Vous avez frappé Charles Linton dans un moment de désespoir, certes, avec l'intention seulement de l'effrayer, peut-être de le faire taire temporairement. Mais le coup est parti, et Charles est mort. Votre peur et votre inexpérience ont transformé un acte de violence impulsif en tragédie, et Ashcroft, inconscient, a été livré au destin. » Hastings déglutit bruyamment. « Alors, c'est Anthony qui l'a fait. » Poirot inclina lentement la tête. « Oui, mais il ne s'agit pas d'un simple crime de préméditation. C'est un crime né de la peur, du désespoir et d'une loyauté pervertie par les circonstances. Les mains qui frappent ne sont pas toujours cruelles par nature. Parfois, elles sont simplement humaines, et tragiquement ainsi. » Les épaules d'Anthony s'affaissèrent. Il croisa le regard de Poirot, un échange silencieux s'établissant entre eux. « Oui, finit-il par dire. Je suis retourné là-bas. Je ne voulais pas. Je ne savais pas qu'il... » « Mon Dieu, » dit doucement Rowena, en se couvrant la bouche d'une main tremblante. Poirot poursuivit, s'adressant à l'assemblée. « Mes amis, voici les derniers éléments qui s'assemblent. Le piano, la broche, les lettres, tous étaient des instruments, si vous voulez, dans la musique du mensonge. Chacun, une note, un rappel, un indice. Le chant du piano était un message, un écho de culpabilité. La broche, égarée, puis remise en place, attirait l'attention sur la peur et les secrets. Et les lettres révélaient la filiation des motivations, l'héritage des torts. Il désigna le groupe rassemblé. Les fils sont entremêlés, certes, mais le métier à tisser de la vérité les maintient tendus. Et dans cette pièce, tout est révélé. Kershaw, qui était resté silencieux jusque-là, s'avança. « Monsieur Vail, vous venez avec moi. » Anthony hocha la tête, le visage baissé. « Je comprends. » Poirot se tourna vers Hastings. Et ainsi, Hastings, la symphonie s'achève. Les notes de la culpabilité
de la peur et du secret ont résonné jusqu'à leur dernier accord. Il y a du chagrin, certes, il y a une perte, mais il y a aussi de la clarté, et la justice, si imparfaite soit-elle, est rendue. Les épaules de Lady Rowena tremblaient, et Poirot posa une petite main rassurante sur les siennes. « Madame, le chagrin est le prix de l'amour et de la perte. Il ne disparaît pas, mais il s'atténue lorsque la vérité est connue. » Hastings regarda Poirot avec admiration. « Vous l'avez encore fait, Poirot. Tout a été révélé d'un coup. Comment faites-vous » Poirot esquissa un sourire, les doigts joints en pyramide. « Ce sont les petites cellules grises, Hastings. On observe, on écoute, on déduit. Le cœur parle souvent plus fort que la main, et l'esprit plus que les yeux. La justice est la musique de la vérité, et nous, mes amis, n'en sommes que les instruments. » Dehors, l'orage était passé. La lumière filtrait à travers les nuages, baignant le domaine d'une teinte dorée, pâle. La Landry était humide et scintillante, le brouillard se dissipant lentement. Le manoir d'Ashcroft se dressait, silencieux mais résolu, témoin du dévoilement des secrets, de la tragique symphonie, de la fragilité humaine et de la précision méticuleuse d'un détective belge qui comprenait la musique de la culpabilité et le rythme de la vérité. Poirot, petit et serein, se tourna vers la fenêtre. « Demain, Hastings, nous quittons cet endroit, mais les échos demeureront dans les murs, dans le piano, dans le cœur de ceux qui y vivent, et peut-être, en cela, la justice a-t-elle une mélodie qui persiste plus longtemps que le crime lui-même. » Hastings expira, sentant la tension des derniers jours se dissiper légèrement. « Oui, Poirot, une mélodie, en effet. » Poirot inclina la tête, un léger sourire aux lèvres. « Oui, Hastings, une mélodie, tragique et pourtant complète. » Chapitre 11. Résultat et justice. La maison était plus silencieuse qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Même les domestiques se déplacèrent avec une révérence feutrée, comme conscients que le dénouement était arrivé et que le poids de la vérité pesait désormais lourdement sur chaque pièce du manoir d'Ashcroft. Dehors, le soleil peinait à percer les nuages qui s'éloignaient, projetant de longues ombres pâles sur les jardins et les terrasses scintillantes. C'était un jour de jugement et de réflexion. Poirot traversa lentement le hall, sa silhouette menue, déterminée et précise, ses yeux scrutant chaque détail, comme si la maison elle-même était un confident. Hastings le suivait de près, carnet à la main, bien qu'il sût qu'il ne resterait plus grand-chose à noter. Les pièces du puzzle étaient déjà en place, les fils de l'intrigue tissés à leur juste place. « Mon ami, » dit doucement Hastings, « on se sent presque serein maintenant, après la tempête, après les révélations. Mais je ne peux m'empêcher de me demander, la justice réside-t-elle vraiment ici, dans cette pièce, ou n'en est-elle qu'à ses débuts ?» Le regard de Poirot était lointain, contemplatif. « Ah, Hastings, la justice n'est jamais un événement, c'est un processus. La loi peut arrêter, mais c'est la conscience qui tranche. Et parfois, mes amis, la loi ne peut aller au fond des choses. Cela aussi, c'est la justice, à sa manière si particulière. » Ils entrèrent dans le salon, où Lady Rowena était assise près de la fenêtre, le regard perdu dans